مرحبا بكم في هذه الحصة الخاصة, une émission très spéciale, puisqu'aujourd'hui, nous faisons une émission en duplex avec Alger, avec Artissimo.dz, un hub créatif qui est une initiative extraordinaire pour faire la promotion de la culture, de l'art. Une émission spéciale que nous organisons, nous, d'Ima TV, sur un thème très très demandé, très particulier, puisqu'aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de l'arrivée des Ottomans en Algérie. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous avons un film, un magnifique film, qui a un succès international en France et qui va être diffusé en Algérie, qui parle d'une période très particulière et d'une histoire extrêmement forte, qui est l'histoire ou la légende de la reine d'Alger, Zéphira. J'ai le plaisir de faire ce duplex avec une autre Zéphira. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ahmed. Très heureuse de partager ce duplex et cette première collaboration. Très heureux aussi de faire cette collaboration avec vous. En tout cas, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, la période ottomane est un temps de l'histoire qui intéresse de plus en plus les Algériens. Et à Artissimo, nous avons organisé tout au long du mois de Ramadan une série de conférences qui portaient sur l'histoire de la relation algéro-turque. Et il est vrai que l'avènement de la dernière reine suscite encore plus de curiosité et d'intérêt, bien que le public algérien n'ait pas eu encore la chance de voir ce film, et ça ne serait tardé d'après les dernières informations. Nous l'avons vu ici à Paris, on peut vous dire que c'est un film magnifique, des décors extraordinaires. Alors aujourd'hui, on ne veut pas nécessairement parler du film, puisque ça reste une œuvre cinématographique. D'ailleurs, Damien Onouri et Adila Bendimret, qu'on a reçus à Dima TV, nous disent que c'est du cinéma. Ils n'ont jamais eu la prétention de faire histoire. Et pour justement éclairer nos téléspectateurs, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un historien spécialiste de la période ottomane, notamment en Occident, c'est-à-dire en Méditerranée occidentale. Nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Watin. Merci beaucoup de votre invitation. Merci pour votre présence. À partir d'Alger, Zéphira, Oui, nous avons le plaisir aussi d'accueillir M. Reda Harirosh, qui est un spécialiste de la Turquie et des relations internationales avec un focus sur la Turquie. Bonjour. Alors, bonjour, le bonjour d'Alger. Bonjour de Paris. Bonjour monsieur. Donc pour démarrer le débat, qui est un débat ouvert entre Paris et Alger, en termes géographiques essentiellement, mais nous avons deux scientifiques, deux historiens qui vont essayer de nous éclairer sur les faits, sur ce qu'a été l'histoire de cette période et nous apporter justement un regard d'historien, un regard scientifique sur ce qui s'est joué pendant cette période. Alors, Monsieur Watin, nous avons justement vu dans ce film l'arrivée des frères Barberousse, donc Baba Arrouj et Khaireddin, qui ont une carrière de corsaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les personnalités des frères Barberousse et comment ils sont arrivés sur la côte d'Alger? Oui, bien sûr. Alors, les frères Barberousse, Huzur, en fait, qui a été ensuite Khaireddin, puisqu'il a eu ce surnom, et Oruç, son aîné, qui avait dire deux autres frères, sont nés à Mytilène. Le père était un officier de garnison ottoman et la mère, une jeune grecque de famille fortunée. Et comme souvent c'était le cas, l'aîné a repris ensuite les fonctions du père. Les autres ont fait autre chose et en fait ils se sont lancés dans la marine marchande. Et puis Oruç, le plus entreprenant des deux, a
s'est trouvé prisonnier des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui étaient à Rhodes à l'époque. Ils ont été chassés en 1522. Et ça a amené petit à petit un changement dans sa vie. Il a commencé par refaire de la marine marchande, mais plus sur son bateau, il n'avait plus les moyens. Et puis il a été au service du sultan mamelouk du Caire. Et il s'est retrouvé au service. Et là, il a commencé à faire de la course, c'est-à-dire en fait de la piraterie, mais sous le contrôle d'une autorité étatique, sous l'égide du prince Korkut, qui était un des fils du sultan régnant. Et à la mort du sultan régnant, Korkut n'a pas réussi à avoir le pouvoir, et Oruç, l'aîné, a jugé assez rapidement hautement préférable de quitter les eaux ottomanes, car il craignait d'avoir des ennuis avec Selim Ier, dans la mesure où il était un fidèle de Korkut. Et puis, un peu plus tard, Khaireddin s'est dit lui aussi qu'il y avait beaucoup de mouvements maritimes, que c'était plus prudent. Et donc, en fait, les frères Barberousse, qui se sont retrouvés en 1513 à Djerba, un peu par hasard, sont arrivés au Maghreb en rupture de ban. C'est-à-dire que ce ne sont plus des Ottomans, ce sont des Turcs. Gréco-turcs d'ailleurs, bien sûr, leur mère était grecque, ils parlaient le grec couramment, enfin des Turcs musulmans. Et ils ont commencé par se mettre pas au service, si vous voulez, mais se placer sous l'égide du sultan Hafsid de Tunis. Donc ils ont commencé à faire une carrière très bénéfique de course en payant le quin, le cinquième de leur butin, au sultan Hafsid. Et puis, la particularité des frères Barberousse, que contrairement à d'autres corsaires ou pirates turcs installés surtout à Djerba, c'est qu'ils sont descendus à terre et que Oruç, le plus entreprenant encore une fois, a commencé à se construire un petit royaume assez modeste qui fait centrer autour d'Alger, non sans difficulté, puisqu'il a fallu s'en aller, revenir, il y a eu des révoltes, mais c'est une autre histoire. Je pense que c'est ça que vous voulez savoir. Merci beaucoup. Peut-être nous expliquer un peu la relation complexe qu'il y avait entre les frères Arrouj et la Sublime Porte. Vous avez parlé d'à l'époque une relation où ils ont dû partir un peu de l'emprise ottomane. Ils étaient sous le service des Mamelouks, qui étaient les rivaux à un moment donné de Selim Ier, puisqu'il a fini par justement conquérir l'Égypte et la Syrie. Donc, vous dites, ils étaient en rupture de ban avec... Alors oui, ils sont en rupture de ban à partir de 1513. Au moment où Oruç se met au service du sultan mamelouk, au contraire, il y a coopération entre le sultan Bayezid II et les Mamelouks pour lutter principalement contre les Portugais en mer Rouge. Et les Ottomans apportent leur expertise maritime. Ensuite, ce qui se passe, c'est que c'est le mauvais parti qui arrive au pouvoir, et donc il est préférable de partir. Donc, l'aventure d'Oruç complètement et l'aventure de Khaireddin au début est une aventure purement personnelle qui se déroule au Maghreb parce qu'il n'y a plus d'avenir dans le centre de l'Empire ottoman. À un moment, Khaireddin avait envisagé d'aller plutôt sur la frontière balkanique, lancer des razzias, des actes. Bon. Et ce qui se passe, c'est que après la mort d'Oruç à Tlemcen, enfin après avoir dû fuir Tlemcen, Khaireddin se retrouve héritier de ce petit royaume d'Alger. Il est capable de repousser l'attaque espagnole d'Hugo de Moncada, mais pendant un an encore, il va essayer de tenir tout seul, mais il a de nouveau des inquiétudes. En fait, l'expédition visera Djerba finalement et pas Alger. Et c'est à ce moment-là que, en 1519, il envoie une délégation à Selim Ier pour lui proposer de faire lire le prône en son nom et d'imprimer, de battre la monnaie en son nom, bref, de devenir un vassal de la Porte. En fait, Selim Ier est mollement intéressé, il envoie une commission d'inspection pour voir si ça vaut la peine, et ce qui se passe, c'est que tout ce petit monde est arrêté au passage par la flotte vénitienne qui, voyant de qui il s'agit, pense qu'il s'agit de pirates algériens. Et puis, se rend compte qu'il y a une bourde, et là, les affaires étrangères vénitiennes font tout ce qu'ils peuvent pour arranger les choses, car ils sont en bon terme avec les Ottomans.
Et donc, c'est en fait en 1521 que non pas Sélim, mais Soliman, son fils, accepte de considérer Khayr ed-Din, roi d'Alger, comme vassal, mais ça reste très lointain, contrairement à une légende répétée. Il n'envoie pas d'argent, il n'envoie pas d'hommes, il accepte bien volontiers qu'on dise la Harouba en son nom et qu'on batte monnaie en son nom, ça ne va pas au-delà. Mais petit à petit, l'intérêt va grossir, tout en sachant que Soliman a bien conscience du fait que le Maghreb, c'est très très loin et qu'il n'a pas les moyens d'avoir une politique occidentale très forte. Mais ce qui va se développer un peu plus tard, en effet, c'est un intérêt pour la France, qui est une politique que pousse fortement le grand vizir de Soliman, Ibrahim Pacha, dont en fait Khayr ed-Din est un peu le client à partir de ce moment. Et là, les choses vont s'accélérer dans le contexte en fait d'une forte rivalité avec Habsbourg. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zéphira.
légende de cette reine qui, à la mort de Salim Toumi, d'après le film, aurait quelque part régné sur Alger. Est-ce que c'est une légende ou il y a une part de vérité? J'ignore complètement si c'est une légende. D'ailleurs, la version de mon collègue et la mienne sont follement différentes. À l'évidence, nous n'avons pas les mêmes sources. Mais légende ou pas légende, que je n'en ai pas trouvé la trace dans les sources que j'ai utilisées, c'est à peu près normal parce que ça n'était pas objet d'histoire ou de dépêche diplomatique au début du XVIe siècle. On ne parlait pas beaucoup des femmes. Bah non. Et justement, vous avez étudié plusieurs sources. Est-ce que vous avez vu justement des divergences sur l'arrivée des Barberousse, des frères Barberousse? Ce qui se passe, c'est que très largement, l'historiographie de tout ça a été tributaire de très bons travaux qui sont des travaux d'historiens espagnols du XVIe, début du XVIIe siècle, et puis en partie, bien sûr, la version arabe de la biographie autorisée de Barberousse, rédigée dans les années 1530-40 par un chroniqueur ottoman qui s'appelait Mouradi. Ce qui est intéressant dans ce texte, qui est un texte de propagande, bien sûr, car il s'agissait de justifier auprès de l'establishment ottoman le fait que quelqu'un sorti de rien était devenu un pacha. En même temps, en filigrane, dit tout. Par exemple, on voit très clairement l'hostilité de beaucoup de milieux arabes. Il ne s'en cache pas, il ne se cache pas de la violence de son action. Il ne se cache pas des difficultés très graves que Khairuddin a eues à Alger en 1523-24, qu'il a obligé à aller à Djidjeli, où il est resté jusqu'en 27. Bon. Et quand le problème de ce texte, c'est que ce sont des textes sans date, mais plein de détails, et quand on les confronte à la documentation d'archives ou de chroniques espagnoles, françaises, italiennes, eh bien souvent, on peut retrouver les choses, remettre les choses en place, remettre en place une chronologie plus sûre que celle que proposaient les historiens espagnols, qui encore une fois ont très très bien travaillé avec ce dont ils disposaient. Hein. Voilà. Bon, donc, si vous voulez, moi j'ai fait un travail d'ottomaniste, pas d'historien du Maghreb. Je ne suis pas un historien du Maghreb. Très bien, merci. À toi, Zafira. La légende des Octomans, puisque vous avez été
Faut-il considérer comme colonisateur, conquérant ou libérateur?
La présence ottomane s'est faite sous l'appel, comme le disait M. Hilesh, de la population d'Alger, du prince d'Alger, et dans le cadre d'un régime politique qui semblerait être celle d'une république. Alors, il faut voir à quoi peut-on comparer cette république. Est-ce qu'on peut la comparer à la République de Gênes ou d'autres républiques qui existaient sur le bassin méditerranéen? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur quel régime politique existait potentiellement avant l'arrivée des Ottomans, avant l'arrivée des frères Barberousse, et quel régime politique a été installé à ce moment-là par les frères Barberousse, et notamment dans ses relations avec la Sublime Porte? Bon, alors sur le premier point, il vaudrait mieux demander à mon collègue à Alger, parce que je ne serai pas capable de vous répondre de façon convenable. Sur le second point, les Barberousse, Oruç, puis Hayreddin mettent en place quelques institutions proprement ottomanes, en fait, surtout l'idée de quadriller un petit peu le territoire en mettant en place des officiers, et puis commencer à dresser un registre de recensement pour des fins fiscales, mais ça va pas beaucoup au-delà. Ce qui d'ailleurs s'explique d'abord par le fait qu'ils ne sont pas encore suffisamment forts, parce que, bon, c'est quand même, mais il est vrai qu'ils sont en général appelés par un certain nombre de gens des villes concernées, mais très vite, dans le cas d'Oruç, ça se passe mal. Bon, on a parlé de la prise de pouvoir à Alger avec l'assassinat de Simeltoumi. À Tlemcen, eh bien, il a été appelé par la population, il est entré en force et il s'est assez vite rendu odieux, et avec l'aide des Espagnols d'Oran, la ville a été reprise par la dynastie locale, et il a fui et il a été tué. Et Hayreddin lui-même, un peu plus tard, quand il y a eu un renversement d'alliance, parce que évidemment, c'est vrai, c'est une question de jeu de pouvoir, quand le sultan, le souverain de Kouko, Ibn el-Kadi, décide de changer d'alliance, eh bien, la ville d'Alger va se trouver sous blocus, et la population se révolte très violemment, fait mater par la force, et il estime quand même plus prudent de s'en aller. Bon. Mais d'autre part, les Ottomans sont-ils des impérialistes? Les Ottomans ne pratiquent pas beaucoup la colonie de peuplement, ils la pratiquent même jamais, c'est plutôt en fait l'inverse. Bon, il y a des petits jeux démographiques, de petits déplacements de population, mais l'idée que les Turcs doivent s'implanter dans un pays et imposer leur langue leur est totalement étrangère. C'est une dynastie ottomane, ce ne sont pas des Turcs. Hein. Le fait que la dynastie soit elle-même turque et musulmane et hanéfite ne fait pas que l'empire est turc, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en Grèce ou en Bulgarie, où la langue turque ne s'est pas imposée, les gens, eux, ont eu le sentiment, ou du moins ont le sentiment aujourd'hui, d'avoir été occupés de façon impériale. Donc il y a surtout une question de ressenti des populations locales. C'est plus facile, bien entendu, en pays musulman qu'en pays chrétien. D'autre part, par la suite, petit à petit,
la je dirais qu'il est de moins en moins, les régences, comme on a dit, sont de plus en plus autonomes. Ce qui reste très fort, c'est un sentiment de suggestion. À chaque fois que les Ottomans ont eu besoin d'un appui militaire des régences, ils l'ont eu. Voilà. Mais ils n'ont jamais prétendu gérer le Maghreb comme ils géraient la région de Bursa ou d'Ankara. Hein. D'abord parce que c'était très loin et qu'ils ont une profonde conscience de la distance et de la difficulté de gérer tout ça. Mais c'est précisément, et là je rebondis sur votre question, c'est précisément ceci aussi qui a fait assez tardivement, à partir des années 1530, hein, pas avant, l'intérêt de Soliman pour Hayreddin et le Maghreb. D'abord parce que la vraie question de Soliman, c'est la Hongrie. Mais la Hongrie et l'Autriche, c'est aussi les Habsbourg, bien sûr. Et donc, le besoin d'avoir une politique plus agressive dans le bassin occidental de la Méditerranée pour contenir Charles Quint à l'ouest s'est fait sentir. Et il a eu le sentiment que là-dessus, son lointain vassal d'Alger, avec ses flottes de corsaires, son expérience était utile. Et en plus, on est à l'époque où se développe l'implantation d'ambassadeurs permanents à travers l'Europe. Les Ottomans ne font pas ça. Ils acceptent les ambassadeurs permanents, et le premier sera français, justement, ça va passer par Alger, enfin par Tunis. Mais en revanche, ils développent une politique de diplomatie à la frontière. Donc, le principal officier de Bouddha va négocier avec Vienne, et Hayreddin, à Tunis ou Alger, est idéalement placé pour permettre d'avoir du renseignement sur la France, d'avoir des discussions avec les Français, de renseigner la porte sur ce que valent les Français, si on peut en faire des alliés, et pour faire des premières missions diplomatiques pour en préparer qui viennent réellement de la porte. Et donc, dans les années 1530, ça commence à se faire. Hein, et là, on est bien renseigné là-dessus par les archives ottomanes et occidentales, et aussi par les Ghazawats qui en parlent. Voilà. Et donc, voilà, on est au moment où se développe cette alliance franco-ottomane qui va grosso modo perdurer avec des hauts et des bas, mais où on fait toujours semblant de regarder ailleurs quand l'autre ne se conduit pas bien. L'autre, c'est en général le français, qui n'est pas un allié très, très, très sûr. Et on développe à ce moment-là même des projets qui voient le jour de collaboration militaire franco-ottomane dirigée contre les Habsbourg. Et d'ailleurs, si on regarde la carte des courses que lance Hayreddin depuis Alger, eh bien, il va s'attaquer à des intérêts espagnols, c'est-à-dire l'Espagne, les Baléares, mais aussi la Sicile, la Sardaigne et l'Italie du Sud, génois, mais pas vénitiens, pas français. Là, ce sont des gens qui sont en paix avec le sultan, on ne les attaque pas. Et ça va, je sens que vous allez m'en parler, ça va cumuler évidemment avec cette affaire de l'expédition de 1543-44. On clôturera notre émission là-dessus. Je laisse Alger réagir sur justement le régime politique qui existait avant et après l'arrivée des Ottomans.
Atman, à toi. Alors, peut-être une question à M. Hiresh sur la partie justement du régime politique qui existait à Alger, mais aussi Oui. chez les Iyanides et les Hafsides peut-être, et les Hamadites plutôt, pour bien comprendre un peu justement ce qu'a été le régime politique par la suite ottoman. Peut-être. Oui. Alors, on a donc la présence
émergente qui était l'Espagne, le royaume d'Espagne des Castillons, et notamment avec l'arrivée de Charles Quint, et son alliance avec les Habsbourg, et notamment avec plusieurs royaumes en Italie, plusieurs contrées en Italie. On parle du duc de Savoie, on parle bien évidemment d'Italie du Sud, mais le royaume de Gênes, la ville de Nice, qui était à l'époque sous la protection du duc de Savoie. Donc un pouvoir avec les Allemands notamment, donc une puissance européenne importante, où la France et l'Angleterre se sentaient menacées. François Ier se fait prisonnier après une bataille en Italie par Charles Quint. Il se fait libérer après une rançon et après un traité très dur, puisqu'il met en otage son propre fils pour pouvoir justement se libérer. Et ensuite, malgré tout, il reprend. Il ne respecte pas ce traité et il reprend justement son conflit, sa guerre avec Charles Quint et notamment ses ambitions italiennes. Que pouvez-vous nous dire, puisque vous avez parlé du rôle des Barberousse et de Khayr ad-Din en tant qu'intermédiaire, en tout cas en tant que, quelque part, diplomate, qui connaît, je dirais, faisait office de bon connaisseur de la situation de la France. Que pouvez-vous nous dire justement du rôle de Khayr ad-Din quand dans la cathédrale du Puy, on consacre François Ier, il est présent avant Reims, et quand à ce moment-là, François Ier fait appel à Khayr ad-Din pour pouvoir faire le siège de Nice. Alors, bon, Khayr ad-Din n'est jamais allé en France avant 1543. Au Puy, il y a des envoyés de Khayr ad-Din qui préparent des missions diplomatiques, c'est autre chose. Alors, d'abord, Charles Quint, c'est un Habsbourg. Il n'est pas allié aux Allemands. Il est le frère de Ferdinand, qui est à Vienne, le frère de Marie, qui est aux Pays-Bas. Il domine tout ça. L'Italie du Sud, c'est espagnol, c'est Habsbourg. Hein, bon. Donc, c'est vraiment, ça n'est pas un réseau d'alliance, c'est une grande entreprise familiale. Et il n'est pas du tout espagnol. D'ailleurs, sa langue maternelle, c'est le français. Sa correspondance avec son frère et sa sœur est en français. Hein. C'est un bourguignon. Alors, la France se sent complètement encerclée par tout ça. Sans compter, en effet, la rivalité qui est plus ancienne sur le royaume de Naples et surtout, le Milanais. Tableau, parce qu'évidemment, là, pour le coup, c'est lui qui a toujours peur que la France s'impose un peu trop. Quant à Gênes, en fait, c'est une république, mais Andrea Doria, qui servait avec sa flotte et l'intérêt français, passe au Habsbourg. Et là, tout va changer. Alors, d'autre part, le gros problème de Soliman, en dehors du Grand Est et de la Perse safavide chiite, c'est sa frontière septentrionale, c'est la Hongrie et les Habsbourg de Vienne. Et c'est là que tend tout son intérêt. En fait, il n'est pas vraiment intéressé par le Maghreb, c'est beaucoup trop loin. L'idée que l'Empire ottoman a une vision comme ça impériale, on n'est pas autant de la marine à vapeur. Et aller jusqu'à Alger depuis Istanbul, c'est très très loin, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc, il est tout à fait normal qu'il laisse faire ça très très loin du jour où il accepte de s'y intéresser. Parce qu'au début, Sélim Ier n'est pas du tout intéressé. C'est trop loin, ça n'a pas d'intérêt. Bon. C'est pas parce qu'on est en Égypte qu'on va forcément aller au Maghreb. Ce qui se passe, c'est que les Français, donc, en effet, font appel aux Ottomans pour avoir une alliance de revers qui intéresse aussi les Ottomans dans les deux sens.
quand je t'ennuie sur ton arrière, tu seras moins violent sur le front en face de moi, et réciproquement. Donc l'idée, c'est de mettre en place des opérations conjointes qui font que, à ce moment-là, les Habsbourg se retrouveront sur deux fronts. Et l'affaire de la grande campagne franco-ottomane de 1543-44, qui s'est préparée un certain temps à l'avance, c'est justement ça, c'est l'idée, mais ce sont les Français qui sont demandeurs, c'est l'idée d'aller manifester que les Ottomans sont là pour aider les Français, qu'ils vont faire des choses. Alors le problème, il est double. Le problème, c'est que d'abord, c'est bien d'avoir une flotte ottomane qui travaille avec la flotte française, mais pour faire quoi? Parce que là, il y a des différends. Les Ottomans sont exaspérés parce que les Français disent oui, non, tapez pas trop sur les Génois parce qu'on voudrait bien les récupérer, donc il ne faut pas non plus les détruire. Donc ils ont le sentiment que les Français leur demandent de l'aide et qu'en même temps, ils passent leur temps à appuyer sur le frein pour ne pas avoir trop d'ennuis avec leurs coreligionnaires. L'autre problème, c'est que les Ottomans, ils payent leurs soldats, ils nourrissent leur flotte, ils ne vivent pas sur le terrain, ils ne vivent pas avec des mercenaires, comme font souvent les armées d'Occident. Et donc, ils disent oui, mais à condition que les Français nous payent la solde et nous nourrissent. Alors, les Français les ont nourris, pour la solde, ça a été autre chose. Et le dernier point, c'est très bien, mais ensuite, au bout de la première saison, qui s'est bornée finalement, après des hésitations, on a hésité entre aller harasser les côtes espagnoles ou s'en prendre à Nice et faire le siège de Nice. Et on a décidé de faire le siège de Nice, qui a été un échec, puisque la ville est tombée, mais que le fort a résisté, et que les Ottomans ont estimé que la tempête menaçait, que le fort de Villefranche était insuffisamment sûr pour sa flotte. Ils sont retournés vers les îles des Lérins, et donc, voilà, on a abandonné le siège de Vienne, et ce sont les Français, le siège de Nice, et ce sont les Français qui ont mis le feu, pas les Turcs. Hein. Et donc, le problème, c'est que dès le départ, c'est posé la question de savoir où hiverner. Parce que il n'était pas question pour le sultan de payer sa flotte et de la nourrir si loin des bases ottomanes, c'est-à-dire de la côte du Péloponnèse. Et donc, en fait, les Français se sont engagés à le faire. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet hivernage à Toulon, qui d'ailleurs s'est très bien passé, puisque la ville a été pratiquement évacuée de sa population. Il n'y a pas eu de gros problèmes, hein, on saurait parce qu'on en aurait parlé. Encore une fois, les Ottomans sont des gens qui payent. Hein, un peu comme les Anglais en 1815, on aimait mieux voir les Anglais que les Russes. Hein. Les Ottomans sont des gens qui payent, donc en dehors du fait qu'il y avait des musulmans sur un territoire chrétien, qui évidemment était très agréable pour des chrétiens de l'époque, s'entend, il n'y a pas eu de gros problèmes. Simplement, ensuite, au printemps suivant, que faire de la flotte? Et on ne sait toujours pas. Il y a des discussions, est-ce qu'on va... Alors les Français proposent d'aider les Ottomans à aller reconquérir Tunis. Et ils disent pas question, ça, si nous reprenons Tunis, c'est nous tout seuls qui le faisons. Alors il y a on parle de diverses expéditions, et finalement, la flotte ottomane repart vers Istanbul, accompagnée d'une flotte française sur laquelle se trouve l'ambassadeur Paulin de Lagarde, et on ravage les territoires espagnols, c'est-à-dire les territoires de l'Italie du Sud, au passage, en faisant des prisonniers, en négociant violemment pour récupérer des prisonniers ottomans qui se trouvaient dans les chiourmes occidentales, et on revient à Istanbul. Alors, c'est une affaire qui a été militairement pas très importante. Bon, c'est toujours pareil, le but est quand même toujours d'essayer de maintenir Charles Quint à l'ouest pendant qu'on s'occupe ailleurs. Elle a aussi convaincu Khaireddin que les Français étaient quand même des gens avec qui il était difficile de travailler parce qu'ils étaient incompétents, des girouettes, mais l'un dans l'autre, après tout, ils sont plus utiles, donc il vaut mieux continuer. Et d'autre part, il y a une espèce de sympathie pour la population parce qu'on est venu de centaines de kilomètres pour voir les Turcs, leur serrer la main. Il y a eu un grand banquet à Marseille. C'est une affaire assez amusante finalement. Voilà, ça tient un peu du folklore. Et il y a eu par la suite encore un certain nombre de tentatives pour travailler ensemble. Mais encore une fois, un des gros problèmes, c'est qu'on était très loin. Rappelons que Khaireddin, à ce moment-là, est considéré amiral.
de la flotte ottomane? Alors non, ça c'est aussi un petit peu une légende. Hayreddin a décidé en 1533 d'aller à Istanbul. Il n'était pas attendu d'ailleurs. Ce que lui a demandé, parce qu'on a quand même des documents d'archives ottomanes, donc il y a des choses pour lesquelles on sait de quoi on parle. En fait, on lui avait demandé plutôt de préparer une nouvelle expédition avec les Français et d'être à disposition pour les demandes du sultan. Et puis, il se rend à Istanbul et il est très bien accueilli, mais on ne sait pas quoi faire de lui. Et en fait, la tâche qu'on lui a donnée, c'est celle de directeur de l'arsenal. Hein, donc d'organiser l'arsenal, les chantiers navals, de faire que ça fonctionne mieux, de faire des bateaux de qualité. Et on lui donne le titre de Bey des îles. Et là, il y a souvent des confusions parce que Djezaïr, c'est aussi les îles. Donc, on a longtemps cru que c'était Bey d'Alger. Alors, il a aussi été gouverneur d'Alger, mais le Bey des îles, c'est en fait les îles. Et ça désigne en fait un territoire d'où il retire ses moyens financiers et les moyens militaires qui lui sont accordés. Hein, donc, en fait, les côtes. À l'époque, il n'y a pas d'amiral de la flotte ottomane. Quand on fait une expédition, on met quelqu'un à la tête de la flotte. Alors, en 1934, c'est bien lui. Mais en 1937, lors de l'expédition de Corfou, ça n'est pas lui, c'est Pili Pacha, qui est d'ailleurs son ennemi, Lutfi Pacha, pardon, qui est d'ailleurs son ennemi intime et qui dit de lui pique-pendre, et qui l'accuse d'avoir traité les Arabes du Maghreb de façon tout à fait scandaleuse d'ailleurs. Alors, en 43-44, c'est bien lui. Donc, si vous voulez, il a évidemment été un amiral très important, certainement plus compétent que beaucoup d'autres, mais sa véritable fonction du point de vue du sultan, c'est d'être le directeur de l'arsenal. Ensuite, quand on fait une expédition navale, on va choisir la personne qu'on met à sa tête. Très vite, on s'est rendu compte qu'il était sans doute le meilleur, mais ce n'était pas tout à fait pareil. Merci.
Selon toi, l'héritage mémoriel et culturel laissé par la Régence d'Alger? De nos jours, cet héritage peut paraître lointain, mais bon, l'œil aiguisé et avisé quand il se promène dans les rues d'Alger, puisque c'est dans cette ville-là que nous sommes en train d'organiser notre émission. Nous pouvons nous rendre directement sur les vestiges qu'ont laissé les Ottomans. Ça va directement de la Casbah d'Alger, l'ancienne Médine El Jazair, qui était le cœur historique d'Alger, en allant du haut vers le bas, c'est-à-dire depuis la citadelle, où étaient localisés les Bel Herbeil et les Dés d'Alger, jusqu'au rivage avec le bastion 23, sans oublier l'ancienne ville d'Alger qui a été découverte récemment ou redécouverte en 1509, en 2009, pardon, lors des travaux du métro d'Alger. Donc ça, c'est pour la ville d'Alger, mais sinon, si on sort d'Alger, on trouve les anciennes casbahs qui datent de l'Empire ottoman, et les citadelles et les forteresses. On en retrouve aussi bien à Constantine, à Naba, jusqu'à Oran et d'autres. Bon, au-delà des vestiges qui ont pu être laissés par les Ottomans, dans le parler algérien, on estime qu'il y a entre 300 et 400 mots qui ont été laissés, et donc qui sont utilisés par les locuteurs du dialecte ou de la langue algérienne, c'est-à-dire la langue maternelle, tous les jours. Il y a également tout un pan culturel que nous trouvons à travers la cuisine algérienne, qui est riche de ses apports turcs, et notamment à travers sa pâtisserie, qui est très connue maintenant, et que le monde entier redécouvre, puisque les pâtissiers
les pâtissiers d'Alger et du reste de l'Algérie participent de nos jours à des concours internationaux qui sont organisés et ils sont très bien classés. La pâtisserie algérienne est bien notée. Ben, il faut savoir que une bonne partie des ingrédients, si je puis dire, viennent de la Turquie via les Ottomans. Enfin, il y a le côté, si je puis dire, humain, c'est-à-dire que bon nombre de familles algériennes, principalement celles qui vivent dans les espaces urbains, ont des origines turques. Et généralement, ces familles-là continuent encore à perpétuer la mémoire de leurs aïeux parce que ils ont encore les souvenirs chez eux. Et l'Algérie essaye depuis ces dernières années de redécouvrir ce passé qu'elle a eu tendance à oublier ces dernières décennies parce que elle avait probablement d'autres chats à fouetter, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup, Rida. Merci. Merci bien. Alors, peut-être une dernière question, Monsieur Vattin. Voilà, qu'en est-il en fait de la mémoire de la France ou des Français sur ce que vous nous avez raconté de quelques épisodes de l'alliance diplomatique avec l'Empire ottoman? Bon, je crois que les Français n'en sont pas bien conscients. C'est une vieille histoire du Quai d'Orsay et des ministères des Affaires étrangères d'avant. On rebat toujours les oreilles des uns et des autres de la vieille amitié franco-turque, même quand tout va très mal, ce qui est le cas actuellement, bien entendu. Je ne sais pas sûr. Les Français ont redécouvert la Turquie par le tourisme. Ils y avaient été extrêmement implantés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale par le commerce et l'industrie. Ils y sont aussi, mais d'ailleurs de façon moins visible et moins consciente. Voilà. Je ne suis pas certain que l'homme de la rue ait une conscience très vive de cette histoire. Bon, et puis c'est peut-être très bien comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Vattin. Merci encore à Monsieur Hidash, à Zafira. Merci à Atman, merci Monsieur Vattin. Merci beaucoup. Et Au plaisir. nous avons voilà une très belle émission aujourd'hui. On a appris énormément de choses sur cette période très importante de l'histoire de la Méditerranée et puis de nos deux pays, la France avec justement ces alliances circonstancielles de l'époque et notre pays, l'Algérie, qui a vécu une période beaucoup plus longue dont M. Hidash nous a justement cité les vestiges dans la culture algérienne. Il y aura d'autres émissions en collaboration avec Artissimo, on l'espère, sur d'autres thèmes. Espérons, il y a beaucoup à dire effectivement sur le sujet. Il y a encore beaucoup de choses à se dire et à faire. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres épisodes. À très bientôt.